Jérôme Billois, vous êtes partenaire cybersécurité et confiance numérique chez Wavestone. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de cybersécurité, de quoi s'agit-il exactement ? Alors très simplement, la cybersécurité, c'est la sécurité dans le cyberespace. C'est très concrètement la sécurité des données qu'on va avoir en tant que particulier, en tant que personne, lorsqu'on va échanger sur Internet, lorsqu'on va utiliser nos services de banque en ligne, des services de santé, etc. C'est aussi la sécurité pour les entreprises ou pour les États, la confidentialité des échanges qu'elles vont réaliser ou aussi la disponibilité des systèmes qu'elles utilisent sur Internet. La donnée compte, vous venez de nous le dire, de plus en plus. Parmi les actifs les plus importants des entreprises, les processus métiers sont de plus en plus digitalisés, d'où une interface d'attaque et un nombre de vulnérabilités qui augmente jour après jour. Qui sont ces hackers? Ont-ils un profil particulier? Quelles sont leurs motivations? Qu'est-ce qu'ils veulent? En matière de cybercriminalité, on distingue trois grandes motivations. La première motivation, elle est idéologique. Finalement, des pirates vont attaquer une entreprise parce qu'ils n'aiment pas ce qu'elle fait, tout simplement. La deuxième motivation, et c'est la plus fréquente pour les cyberattaques, c'est une motivation financière. Le pirate va attaquer pour gagner de l'argent, donc il va réaliser des virements frauduleux, il va voler des données à caractère personnel et les revendre, par exemple. La troisième grande motivation, c'est celle de la déstabilisation. Cette fois-ci, on attaque pour nuire à une entreprise, pour nuire à un pays, et finalement l'interrompre dans son fonctionnement normal. C'est ce qu'on a vu par exemple en Ukraine avec des attaques sur le système électrique, ou ce qu'on a vu aussi sur les élections américaines, où finalement des cyberattaques sont venues troubler le bon déroulement de ces élections. Selon un rapport de l'Institut Montaigne publié fin 2018, un cyber-ouragan pouvant toucher simultanément à la fois les PME, les TPE françaises, mais également les grandes administrations, enfin quasiment une crise économique et sociale majeure. C'est un scénario qui a été élaboré avec des universités, avec des entreprises. Ça a duré 9 mois pour donc mettre ce rapport sur pied. Vous en êtes le rapporteur. Est-ce que ce scénario vous semble crédible, plausible, réaliste ? Aujourd'hui, on est dans une vague très importante de transformation numérique. Toutes les entreprises y vont. Par contre, si on regarde, toutes ces entreprises, elles y vont avec des technologies qui sont souvent les mêmes. On va retrouver des produits Microsoft très largement répandus, des processeurs Intel dans les ordinateurs qu'on utilise. Il y a 2 grands fabricants de logiciels de smartphones aujourd'hui. Et donc, on a très peu de diversité. Ça, c'est un premier point. Mais finalement, ce qu'on voit aussi, c'est que cette transformation numérique, quand on la construit, trop souvent, on oublie la cybersécurité. C'est souvent le parent pauvre des investissements. Et donc, on se retrouve avec une situation explosive. Tout le monde utilise les mêmes systèmes, ces systèmes sont fragiles. Et donc, on l'a bien vu avec les attaques qu'on a connues en 2017, si une menace arrive à un endroit dans le monde, elle peut se répandre extrêmement rapidement à l'échelle planétaire et toucher même des fois des entreprises qui ne sont pas la cible initiale de l'attaque. Donc on est face à un vrai risque systémique qui est un peu le risque d'un ouragan qui finalement, comme un ouragan va suivre son chemin au-dessus d'un pays et toucher de manière indiscernée un hôpital, des PME, un centre-ville, une grande entreprise, une usine, eh bien une attaque cyber c'est la même chose. On peut d'un seul coup avoir des pans entiers de l'économie qui sont touchés et qui peuvent être touchés durement pendant plusieurs semaines parce qu'on a vu des attaques cyber qui sont capables de détruire les ordinateurs, de rendre l'accès aux données complètement impossible et donc de bloquer complètement le tissu économique. Et quand il est question justement d'opérateurs d'importance vitale, on pense notamment aux hôpitaux, est-ce qu'ils sont prêts, eux, à ce type d'attaque? Est-ce qu'ils sont prêts à lutter? Alors face à une attaque cyber majeure, il y a effectivement plusieurs catégories d'acteurs. Il y a des acteurs qui sont critiques pour la survie de la population, pour le bon déroulement des processus vitaux de l'État. Ces derniers, ils sont visés par une loi qui existe depuis fin 2014 en France, qui est la loi de programmation militaire, qui impose qu'ils aient un niveau minimum de cybersécurité, pour justement être capable de résister à un ouragan cyber. Alors, il ne faut pas se voiler la face, tout n'est pas parfait. Mais sur ces acteurs, il y a quand même eu des investissements majeurs ces dernières années et le niveau de cybersécurité est en train d'augmenter assez rapidement. Donc je pense que d'ici quelques années, on pourra être rassuré sur leur résistance. Et qu'en est-il des PME ?
Aujourd'hui, les PME, les PMI, les ETI sont souvent les parents pauvres de la cybersécurité, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est souvent des sociétés où il y a des équipes informatiques très réduites, et on sait qu'aujourd'hui, il y a un vrai manque de compétences en cybersécurité, et donc les écoles n'ont pas formé les étudiants en informatique à ces technologies de cybersécurité, et donc ceux qui sont en charge de l'informatique dans ces structures, qui en plus d'être peu nombreux, ne s'y connaissent pas en cybersécurité. Donc ils sont souvent démunis. C'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est qu'il y a finalement assez peu d'offres de produits ou de services qui se destinent aux PME. Et donc ça fait que dès qu'une PME veut se sécuriser, souvent il faut qu'elle achète des choses très chères et très complexes à installer. Donc on est vraiment dans une situation compliquée. C'est pour ça que dans le rapport de l'Institut Montaigne, on a souhaité mettre en avant deux choses sur cette population. La première recommandation, c'est que les fournisseurs de services et de produits intègrent directement la cybersécurité dans des offres simples, claires, transparentes et faciles à utiliser. Là, c'est facile à dire, un peu plus compliqué à faire. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est que finalement, ces PME, ces PMI, ces ETI, souvent leurs clients, c'est des grandes entreprises. Et ces grandes entreprises, elles ont depuis plusieurs années investi en cybersécurité et elles ont des compétences. Donc ce qu'on préconise, c'est qu'elles utilisent un peu de leur énergie, plutôt que de mettre dans des contrats des exigences cybersécurité qui souvent sont intenables, voire incompréhensibles par ces petites entreprises, et bien qu'elles aillent les aider sur le terrain, que certains de leurs experts de ces grandes entreprises aillent voir ces PME, ces ETI, pour les faire progresser en cybersécurité. Ça suppose une collaboration et un partage d'informations qui pour l'instant n'existent pas. Ça suppose une collaboration, de la solidarité, effectivement, mais je pense qu'on en a vraiment besoin parce qu'aujourd'hui, sur la cybersécurité, on voit que le niveau est très faible et qu'on est vraiment à risque. Et finalement, une grande entreprise, si d'un seul coup tous ses fournisseurs ne peuvent plus répondre, elle va s'arrêter. Parce que sa chaîne logistique, on le sait, elle est maintenant en flux tendu, un arrêt de quelques jours d'un fournisseur clé, et la grande entreprise ne peut plus servir elle-même ses clients. Donc il y a un vrai intérêt croisé du côté des petites entreprises, du côté des grandes entreprises, même du côté des clients de ces grandes entreprises, que de promouvoir cette solidarité et ce travail en commun pour augmenter le niveau de cybersécurité à l'échelle du pays. Je voudrais qu'on revienne un peu précisément sur ces hackers. Comment ils arrivent à s'introduire? Est-ce qu'il y a des failles? Est-ce que ça passe directement, ou plus principalement par les plateformes cloud? Est-ce qu'il y a des zones particulièrement sensibles dans les réseaux? Alors ce qu'il faut voir, c'est que les pirates, c'est des gens qui sont très efficaces et qui vont aller vers la solution la plus simple. Finalement, ils ont un objectif, c'est capturer des données, les revendre ou mettre à genoux une entreprise. Et donc, pour faire ça, ils utilisent le chemin le plus direct. Aujourd'hui, le chemin le plus direct, le plus courant, c'est des attaques par les emails. Trop souvent, tout un chacun, on va recevoir des emails dans sa boîte, on va se dire « tiens, c'est bizarre, ce message, je ne connais pas la personne qui me l'envoie » ou « c'est étrange le contenu ». Je vais quand même cliquer pour voir. Et donc là, c'est souvent par là où le problème arrive. Et donc on va avoir ces pirates qui vont prendre le contrôle d'un premier ordinateur. Et une fois que je dirais que le verre est dans le fruit, ils vont progresser petit à petit dans l'entreprise, de PC en PC, jusqu'à atteindre leur cible, jusqu'à atteindre le serveur financier, le serveur de la production. Et donc le vecteur numéro 1 d'attaque aujourd'hui, ça reste les emails. Aujourd'hui, la multiplication des supports numériques est grandissante. On a tous des smartphones, des tablettes, même les plus jeunes, on en a parfois plusieurs. Est-ce que cette multiplication des supports augmente le risque? Alors, la multiplication des supports et le fait que le numérique envahisse notre quotidien, effectivement, ça augmente ce qu'on appelle la surface d'attaque. Effectivement, plus il y a de terminaux, plus il y a de téléphones, plus il y a de boîtes mail, plus il y a de sites web, plus il y a de choses à attaquer. Donc voilà, c'est mécanique. Par contre, derrière, ce qui est important, c'est de voir que souvent une seule et unique personne va avoir plusieurs de ces équipements. Et donc, en sensibilisant les personnes, on va aussi avoir un effet d'échelle sur tout leur écosystème numérique. C'est pareil pour les entreprises. On a souvent la DSI qui va gérer l'ensemble des systèmes informatiques de l'entreprise. Et bien qu'ils augmentent en nombre, on arrive quand même à avoir des leviers d'action qui sont assez clairement définis. Par contre, c'est sûr que ça nécessite que tous ces équipements, que tous ces serveurs, que tous ces ordinateurs, que tous ces téléphones, eux, soient sécurisés à minima, avec une approche par les risques. Parce qu'en fait, on le sait aujourd'hui, il y a un manque de compétences, il y a aussi souvent un manque de moyens, et donc ce qui est important, c'est de sécuriser ce qui va être le plus risqué.
Et typiquement, par exemple, dans un cadre personnel, qu'est-ce qui est le plus risqué? Alors, on va penser immédiatement aux données financières. Ce n'est pas forcément le cas. Ce qui est le plus risqué pour le grand public, c'est ces données de santé. Parce que si vos données financières se trouvent à un moment corrompu, si votre carte bancaire a été volée, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez la banque. 2 jours après, vous avez une nouvelle carte bancaire et les sommes vous ont été remboursées parce qu'on a un cadre réglementaire en France qui est très efficace là-dessus. Par contre, les données de santé, vous avez été dans un laboratoire faire une prise de sang, ils vous ont proposé les résultats sur Internet. Cette prise de sang révèle que vous avez telle ou telle maladie. Ils se font pirater ou vous ne faites pas attention à ces données quand vous les recevez dans votre boîte mail. Ça, c'est irrémédiable. Vous ne pourrez jamais enlever le fait que vous avez eu telle ou telle maladie. Donc si on doit un peu, à titre personnel, je dirais réfléchir à ce qui est le plus sensible ou pas, en premier les données de santé, en deuxième les données financières, et puis après toutes les données relatives à sa vie privée, son nom, son prénom, son adresse, etc. Ces supports numériques justement qui se multiplient, ils sont aussi dans les mains de personnes de plus en plus jeunes, des ados, voire même des pré-ados. Est-ce qu'il faut les former, les sensibiliser particulièrement? C'est un enjeu clé de sensibiliser et de former les nouvelles générations. Pourquoi? Parce que déjà, effectivement, eux partagent énormément de données, sont très très numériques. Et puis en plus, en formant les jeunes, on peut avoir un effet de ruissellement sur leurs parents, sur leur écosystème, qui vont quelque part les sensibiliser par rebond. Donc c'est clé. Aujourd'hui, c'est pas simple. Il y a un certain nombre d'initiatives parce que dans les écoles, on a des premières initiatives. On a par exemple le permis Internet porté par la gendarmerie. On a aussi une autre initiative portée par une association qui s'appelle ISA France, qui est un cahier de vacances pour les 7-11 ans, qui s'appelle les As du Web, qui permet par des jeux simples d'initier les jeunes générations aux problèmes du numérique. Et les problèmes du numérique, c'est pas uniquement protéger sa boîte mail, protéger ses données, ça c'est sûr, mais c'est aussi les initier au fait que quand des données personnelles vont être mises sur Internet, un jour ou l'autre elles peuvent être révélées, et aussi les initier au fait que sur Internet, tout n'est pas forcément vrai. Et initier très tôt à la problématique des fake news, à la problématique des informations plus ou moins détournées, vérolées qu'on peut trouver sur les réseaux, ça permet de créer aussi plus tard des adultes qui sauront avoir un esprit critique, et Dieu sait qu'on en a besoin.